ADM Value est heureux de vous présenter l'émission Décryptage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Décryptage proposé par A-News Expérience Client. Alors aujourd'hui, nous allons parler de promesses clients, d'entrepreneuriat, d'expérience candidat et d'expérience usagée. Et pour débattre sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Camille Abra, qui est fondatrice et CEO de Sales Circle, qui est une entreprise spécialisée dans le recrutement de business développeurs. Après plus de 20 ans dans le management d'équipe commerciale, Camille s'est lancée avec Sales Circles en 2019. Et j'ai le plaisir également d'accueillir Guillaume Frémion, qui est fondateur de Batimob et du Capteur Français. C'est une entreprise qui fabrique et qui commercialise des capteurs qui permettent de mesurer la qualité de l'air. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Camille, déjà une première question. Finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? Bonjour Céline, en tout cas, merci pour cette invitation. Alors l'envie entrepreneuriale, je crois que je suis née avec en fait. J'ai toujours eu cette évidence qu'un jour j'allais entreprendre. Moi je dis souvent, c'est comme si j'avais un petit Gemini Cricket en moi qui me disait un jour tu vas entreprendre. Et j'ai souvent entrepris dans les entreprises que j'ai pu fréquenter par passion. On appelle ça les intrapreneurs dans les entreprises. Et moi, j'ai la passion qui est le commerce, depuis aussi toute petite. Après mes études, j'ai fait une école de commerce. Je suis rentrée dans les médias, au sein des régies publicitaires, donc dans les départements vraiment commerciaux. Et là, j'ai managé pendant plus de 20 ans, du coup, des équipes commerciales. J'ai beaucoup recruté. Et là, j'ai fait deux constats, en fait. Le premier, c'est qu'en France, le métier de commercial est encore trop dévalorisé. On a encore cette image du commercial qui vend n'importe quoi à n'importe quel prix. Et c'est tellement le contraire. En fait, un commercial, c'est un vrai médecin qui va poser des bonnes questions pour faire le bon diagnostic et répondre à la douleur de son client, finalement. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat... Ou le bonheur, mais du coup, une image à faire changer. Et le deuxième constat, c'était que pour les organisations, recruter des bons commerciaux, on en parlait avec Guillaume tout à l'heure, c'est juste un énorme défi, un défi de temps et d'argent. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est une étude de Pôle emploi, 36%, on compte plus de 36% des recrutements qui échouent au bout de 18 mois. Donc c'est énorme et un échec de recrutement, c'est monstrueux. Du coup, j'ai décidé d'aider les entreprises à recruter des pépites commerciales en lançant Sales Circle et en créant une communauté de business développeurs qualifiés. Très bien, vous allez nous parler de tout ça. Et alors vous, Guillaume, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise ? Eh bien, un constat, moi aussi, après avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans la performance énergétique des bâtiments, pour des bâtiments publics et privés, je me suis rendu compte que dans cette performance, il y avait cette notion d'économie, économie d'énergie, et on parlait surtout d'argent, avant de parler de l'humain. Donc, entreprendre, pour moi, c'était me rapprocher justement des hommes, des femmes qui sont dans les bâtiments, qu'ils soient propriétaires, locataires ou juste clients, passagers de ces bâtiments. Et je me suis focalisé sur la qualité d'air, qui est le seul vecteur commun à tous quand on se balade dans un bâtiment, indépendamment du fait qu'on ne sait pas si ça coûte cher ou pas à chauffer ou à rafraîchir, et si évidemment on respire quelque chose de sain. Donc je me suis concentré sur l'usager au cœur du bâtiment, et puis j'ai cherché à voir de quelle manière je pouvais créer un modèle économique autour de ça. Donc c'est vraiment, moi, le rapprochement de l'environnement vers l'homme qui m'a donné envie d'entreprendre. Et comment vous avez travaillé justement cette valeur perçue par le client ? Par test. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, le fait d'entrer dans un incubateur m'a permis justement de passer une phase d'idéation et donc de tester plusieurs modèles. J'avais le mien, j'ai créé Batimob. Et puis au bout d'un an à peu près, eh bien, j'ai pivoté, comme on dit en langage startup, et j'ai créé le Capteur Français, qui était plus simple à faire comprendre. Et puis on en parlera aussi tout à l'heure, Camille, entre justement la différence entre la proposition de service et la vente de produits. Il y a un monde entre les deux, et c'est plus facile de vendre du produit que du service. Donc c'est pour ça que j'ai réduit ça avec le Capteur Français. D'accord, très bien. Et justement, alors Camille, comment vous êtes fait pour travailler votre positionnement ? Pareil que Guillaume, moi aussi j'ai fait une phase d'idéation, puisque les incubateurs, il y a une vraie méthodologie. La première chose, c'est effectivement d'aller à comprendre les pain points de son client. Très clairement, les pain points aujourd'hui, moi pour les recruteurs, les points de douleur du client. Les points de douleur, moi, pour mon client, le recruteur, c'était effectivement d'aller sourcer
les commerciaux, d'aller évaluer les compétences. En fait, c'est super difficile pendant 1 heure de se dire est-ce que cette personne est plutôt chasseur, posture de conseil, vendeur de valeur. Donc, ils ne savaient pas évaluer. Du coup, il y avait des échecs de recrutement et ça coûte très cher pour une entreprise puisque le coût de l'échec va entre 20 000 et 200 000 euros pour une entreprise parce qu'on perd des clients, parce que ça démotive les équipes, etc. Du coup, finalement, les recruteurs, ils avaient quoi en face d'eux? Parce qu'on analyse aussi le marché. Qu'est-ce qui existe? On analyse le marché. Donc, les recruteurs, ils avaient soit les job boards, donc certes réactifs. Donc, un job board, c'est on met une annonce et les candidats postulent directement. Donc, c'est très réactif, c'est puissant, mais sans aucune qualification des commerciaux. De l'autre côté, il y avait les chasseurs de tête, donc qui reposent complètement sur de l'humain, donc avec sa finesse, la finesse humaine, heureusement, mais finalement qui est aussi très subjective. Du coup, finalement, j'ai pris le meilleur des deux et j'ai créé une solution innovante pour mettre en relation les business développeurs très qualifiés avec les entreprises. C'est un beau mariage entre la technologie et l'humain. Voilà, côté candidat, c'est une relation qui est très digitale puisqu'ils vont s'inscrire, se qualifier et passer une évaluation de 45 minutes et se comparer à plus de 2 millions de profils de commerciaux, soit managers commerciaux. Voilà, donc c'est un vrai test, c'est une vraie assurance du recrutement. Moi, je dis toujours que c'est une réponse scientifique pour le recrutement, donc il n'y a pas de subjectivité. Et côté recruteur, donc ils s'inscrivent sur la plateforme, ils rentrent leurs besoins, leurs attentes. Au bout de 24 heures, ils sont rappelés pour analyser plus en détail leurs besoins et ils ne payent qu'au succès fee. Voilà. Okay. Du coup, voilà, Sales Circle, c'est vraiment ce mariage de la techno et de l'humain. La techno, on l'utilise quoi? Pour le sourcing, l'évaluation et le matching, puisque après, évidemment, en fonction des compétences et des attentes, on match et on fait une mise en relation. Et tout ça, par contre, c'est très humain. D'accord. Voilà. Et alors, j'imagine, quand on entreprend comme vous, vous passez par des phases de succès, des phases où on se remet un peu plus en question. Est-ce que vous pourriez nous partager un moment de succès ou un moment où vous avez rencontré des obstacles et comment vous avez fait, en fait, pour soit capitaliser sur ce succès, soit capitaliser pour ne pas refaire les mêmes erreurs? Guillaume, est-ce que vous avez un exemple? Oui, des exemples assez concrets. Quand on passe de la phase idéation à la phase prototypage, il faut ensuite passer une première étape de commercialisation, de pré-commercialisation. Donc là, on va à la rencontre de son marché, qu'on a imaginé pendant des mois, voire plus. Pour certains, ont des idées depuis très longtemps. Et puis, on prend très rapidement des claques parce que on a vécu dans un monde un peu idéal. On a passé beaucoup de temps à imaginer, à répondre à nous-mêmes aux questions qu'on se posait. Et l'humain, en fait, se passe. Chaque personne réagit de manière un peu différente. Donc, première expérience, première mairie. J'avais pourtant travaillé longtemps avec des élus ou des fonctionnaires de collectivités territoriales. Et en fait, non, on ne veut pas de cette solution présentée comme ça. En tout cas, ça ne nous parle pas, ça nous fait peur. Donc, on rentre le soir et on se dit tout ça pour ça. Comment vous avez fait pour vous remettre en question et rebondir? Eh bien, on y retourne le lendemain et le surlendemain. Et puis, au bout d'un moment, on mûrit justement de ces expériences, des échecs. On se dit qu'il y a toujours quelque chose à en retirer. Et puis, il y a toujours une part de vrai. Il y a toujours quelque chose d'intéressant sur le sujet. Et en fait, ce qu'on nous opposait régulièrement, c'était le côté transparence des informations. Donc, il fallait que l'usager puisse... avec son pouce, pouvoir rendre ces informations publiques ou non publiques. C'était donc très simple, dit comme ça. Mais pour le comprendre, il nous a fallu plusieurs rendez-vous. D'accord. Ensuite, pour continuer à satisfaire plus largement les clients, c'est là qu'on a pivoté en passant de la phase digitale, analyse des informations, à créer justement cette mesure. Et donc, on est passé dans une phase de conception Alors ça, c'est votre capteur, c'est ça? Ça, c'est le capteur. Voilà. Au bout d'un an et demi, effectivement, de prototypage, on est passé à la phase industrielle. Et c'est un nouveau métier pour moi. Hein. C'est un métier bien différent de fabriquer quelque chose que de proposer des services. Mais on se retrouve assez bien parce que fabriquer un objet électronique en France, c'est pas simple. Je me suis tout de suite mis à l'aise en travaillant ce côté économie de la fonctionnalité. Donc ne pas vendre l'objet, mais vendre le service qu'il apporte.
Donc c'est un système de location, un peu de consigne à l'ancienne. Donc, qui est bien fabriqué en France. Ah oui, complètement. Et, les plastiques, le circuit imprimé, c'est que de la main-d'œuvre de la région des Hauts-de-France, là où je suis, où j'ai implanté l'entreprise. Les plastiques sont collectés également dans les Hauts-de-France, donc on est vraiment dans un produit éco-conçu qui est censé durer plus de 10 ans, qu'on peut réparer nous-mêmes. Donc on a vraiment travaillé ce côté conception. Et c'est ce qu'on explique justement à nos clients, qu'ils soient collectivités ou entreprises, ou même des particuliers, que pour justement améliorer notre environnement, il faut acheter différemment, il faut consommer différemment et il faut être moins dans l'usage du produit, mais plus du service. Quand on a besoin de quelque chose, eh bien, on le prend sur une étagère et quand on n'en a plus besoin, on le repose sur une étagère pour qu'il reparte dans le circuit auprès de quelqu'un d'autre. Et non pas prendre, mettre dans un tiroir et ensuite à la poubelle. Donc voilà, c'est un petit peu notre réponse au climat économique et à la protection de l'environnement qui doit tous nous parler, nous toucher. D'accord. Et alors, vous, Camille, est-ce que vous voudriez bien nous partager un succès ou un obstacle que vous avez vécu et comment vous avez fait pour capitaliser dessus? Alors les vrais succès, nous, chez Sales Circle, c'est quand on a un brief déjà donc, très limpide d'un client qui peut être complexe. Je me souviens d'un client qui cherchait un business développeur spécialisé dans les semi-conducteurs. Donc il y en a un, voilà, mais qui avait une expérience aussi aux États-Unis et qu'on trouve en moins de 15 minutes dans sa base le bon profil qui a réussi notre test. Donc ça, pour nous, c'est un vrai succès. Ça veut dire qu'on a une vraie base de business développeurs qualifiés qui est suffisamment large pour trouver des profils très spécifiques. Donc ça, c'est vraiment important. Donc comment vous capitalisez du coup? C'est en disant que le point important, c'est la qualification de cette base de données? C'est la qualification, mais du coup, pour avoir ce profil spécifique, il faut que la base soit suffisamment large. Donc c'est le sourcing? C'est le sourcing et il faut avoir un nombre conséquent de business développeurs qualifiés pour en avoir aussi bien dans l'énergie que dans les ESN, que dans les semi-conducteurs, puisque nous, on est vraiment spécialisé par la fonction et les compétences. Mais voilà, c'est important puisque, effectivement, un petit peu comme Guillaume, je m'étais dit qu'à partir du moment où les business développeurs avaient de très fortes compétences des soft skills et des hard skills de commerciaux, ils pouvaient aller dans n'importe quel secteur. En fait, non, le client, pour l'instant, n'est pas prêt à ça. Il va l'être, mais pour l'instant, il n'est pas prêt à ça. Donc, il a fallu constituer une base très large. Et du coup, au départ, on avait beaucoup de clients qu'on ne pouvait pas servir. Donc, on a décidé de baisser notre nombre de clients et de travailler énormément l'expérience candidat pour avoir un maximum de candidats. C'est comme une marketplace d'offres et de demandes. Et pour pouvoir continuer à proposer un service ultra qualitatif à nos clients, qu'on soit toujours réactif, qu'on ait des profils performants et bien sûr toujours compétitifs et on les aide aussi pour l'onboarding. Donc important à ce que la marketplace soit équilibrée et que l'offre et la demande puissent se rejoindre. Ça c'est vraiment une chose très importante. Donc on a préféré réduire notre nombre de clients, mais ça y est, maintenant on a plus de 3000 business développeurs qualifiés dans la base, donc on élargit de façon... Vous avez fait un choix quand même finalement de prendre la décision de réduire ce nombre de clients, ce qui n'est pas... Au départ, intuitif. Tout à fait. Pour élargir notre base de business développeurs et améliorer l'expérience candidat, très clairement. Et une autre chose qui est assez intéressante, et j'en discute beaucoup avec des entrepreneurs au niveau de la tech, quand on est dans ce process technologique, on parle beaucoup d'automatisation, d'automation, de prospection automatisée, etc. Et là-dessus, il faut faire vraiment attention. Bien sûr qu'il faut scaler, c'est-à-dire rendre les choses plutôt automatique, mais il faut continuer à faire des messages personnalisés, qu'il y ait de l'humain pour que les messages restent percutants, c'est fondamental. La tech plus de l'humain, et ça fait un beau mariage. Voilà. D'accord, mais alors du coup, vous parliez d'expérience candidat. Comment on gère finalement l'expérience candidat? Est-ce que c'est la même chose que l'expérience client? Est-ce que c'est différent? Alors, on l'analyse déjà. En phase d'idéation, on va interroger 400, 500 business développeurs et des sales managers pour comprendre en fait ce qu'ils ont besoin. Et donc, c'est bien sûr très différent de l'expérience recruteur parce que les besoins, leurs pain points, leurs points de douleur, mais plus leurs envies sont très différentes. Qu'est-ce qu'un business développeur, qu'est-ce qu'il veut en fait? Il veut déjà connaître et améliorer ses compétences. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours envie d'apprendre.
il veut trouver des missions challengeantes. Très clairement, c'est quelqu'un qui est plutôt mobile et qui est capable de changer de poste si la mission est intéressante. Et on ne va pas se cacher qu'il y a le côté rémunération et évolution qui sont importants pour nous, les commerciaux, puisqu'on... Moi, je me considère encore business développeur. Et du coup, il faut... donc, Sales Circle a vraiment essayé de leur apporter, j'ai envie de dire, tout ce service dont ils avaient besoin, avec la possibilité de faire ce bilan de compétences de façon totalement gratuite. Ils peuvent se comparer, du coup, avec plus de 2 millions de personnes. Et bien sûr, après, on les débriefe humainement de leurs points forts et de leurs points améliorés, parce que leurs points faibles, ça n'existe pas. À partir du moment où ils prennent conscience de leurs points améliorés, c'est déjà une super base. Voilà. Et puis après, on a bien sûr animer cette communauté, parce que le but, c'est de retenir ces talents commerciaux. Donc, on anime cette communauté. On a créé des Coffee Power. Le vendredi, voilà, une fois par mois, à l'heure du café, on fait des Coffee Power sur des thèmes comme l'art de pitcher, le social selling. On a parlé de TikTok, on a parlé de la conclusion. Est-ce que finalement, la conclusion, c'est pas surfait, parce qu'on est des médecins, c'est juste une ordonnance, donc on a bien qualifié. Est-ce que ça veut dire que vous faites intervenir d'autres personnes? On fait intervenir des experts, exactement. D'accord. Exactement. Là, on est en train de créer une messagerie Slack pour qu'ils puissent échanger entre eux. Parce que le business développeur, ce qu'il aime aussi, c'est échanger avec ses pairs. Échanger, avoir des bons conseils, parce qu'il veut réussir. Donc, s'il y en a un qui a trouvé une super solution pour prospecter, c'est super. Et puis, on fait des livres blancs. Beaucoup de livres blancs sur les salles. Quelles sont les prétentions salariales que je peux demander en fonction de mon expérience, dans quelle région ça recrute le plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter Paris. Maintenant, tout le monde veut revenir à Paris, mais ça, c'est autre chose. Voilà, les secteurs qui recrutent, etc. Donc, on anime cette communauté de façon régulière. Finalement, comme si c'était un client. Enfin, finalement, il y a les techniques c'est ce que utilisées. Je dis toujours. J'ai 2 types de clients, mes candidats et mes recruteurs. Mais moi, j'essaye on devienne des agents des business développeurs, en fait, les aider tout au long de leur carrière. Très bien, merci Camille. Et alors peut-être pour finir, Guillaume, quels conseils vous pourriez donner aux gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et pour ceux qui ont peur? Quels conseils vous pourriez donner? Faut pas démarrer seul, faut pas entreprendre seul. Je ne veux pas dire qu'il faut être à 2 pour monter une société, mais pour cette phase d'idéation, pour aller jusqu'à la phase de rédaction des statuts qui vont fonder les premiers mois, les premières années de l'entreprise, il faut être accompagné. Que ce soit pour une entreprise du secteur marchand traditionnel, mais également dans la tech, dans l'innovation, dans tous ces domaines, il existe des incubateurs régionaux ou par secteur. Et l'idéal, c'est de trouver celui dans lequel on se sent bien. Dans beaucoup d'incubateurs, on peut passer quelques heures pour découvrir, pour voir. C'est ce que j'ai fait moi. Au départ, j'ai regardé sur Paris la station F. Ensuite, je suis allé à Euratech, à Lille. Et puis, je me suis retrouvé chez Itera, dans l'Oise, entre Compiègne et Beauvais. Et là, j'ai trouvé une équipe pluridisciplinaire avec justement des startup managers, comme on les appelle, qui s'appliquent à justement vérifier que chaque profil est en adéquation avec son projet et puis d'essayer à la fois le challenger et puis de le rassurer les moments où il y a des moments de faiblesse, parce que c'est une traversée du désert d'entreprendre. On passe par des hauts et par des bas et dans chacune de ces variable, il faut avoir justement quelqu'un qui vous dit non, là, tu es en train de toucher le plafond de verre, ou non, bah, c'est bon, je vais t'aider parce que je suis déjà passé par là. Donc, entreprendre dans un incubateur, ça aide vraiment. Ça aide aussi à structurer son offre. Dans tous les domaines, en fait, si on veut que notre marché puisse nous reconnaître, il faut des compétences qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas tout avoir, être bon à la fois en commerce, à la fois en code, en tech. Il y a de la comptabilité, évidemment. Enfin, il y a des projets qui demandent beaucoup de fonds et on n'a pas forcément ça sur son compte. Donc, aller chercher des finances, c'est aussi un métier. Donc, moi, je recommande vraiment de passer par cette phase de recherche d'un incubateur pour justement être accompagné, aidé dans une phase qui va durer entre 6 mois et 1 an et demi. C'est vraiment mon conseil sur le sujet. J'ai créé une première société en 2019, une deuxième en 2020.
sans doute une troisième en 2022, mais chacune avec un objet bien précis. On peut avoir une précis. annonce, non? Il faut attendre l'annonce en avant-première ou... On attendra quelques mois, on est en décembre aujourd'hui. Et à chaque fois en essayant de s'adresser à un type de client et de répondre à une offre. Je pense que quand on est une grande entreprise, on peut effectivement avoir plein de divisions avec un seul nom, parce qu'on a déjà un nom qui est connu. Quand on démarre dans quelque chose, surtout dans l'innovation, il faut essayer de coller à son marché. Et dans le monde des startups, toutes ne résistent pas. Donc il faut planter pour récolter un jour. Merci Guillaume pour ces conseils. Merci beaucoup Camille. Merci. On vous souhaite plein de réussite pour votre entreprise. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Décryptage. L'émission Décryptage vous a été présentée par ADM Value.